8h12 du matin. Le centre médical naval de Jacksonville baigne dans une odeur âcre de cire industrielle et de café tiède. Megan Hartley, infirmière militaire de 2e classe, est assise au bord de la table d'examen. Jeune, discrète, presque invisible. Son dossier repose sur le comptoir. Pour le personnel qui défile dans les couloirs, elle n'est qu'une soignante parmi tant d'autres, un visage de plus dans cet océan de treillis numériques. C'est alors que le contre-amiral Robert Caldwell franchit la porte. Il feuillette son compte-rendu de fin de déploiement. Soudain, il s'arrête. Son regard se durcit. « Vous avez servi aux côtés des commandos de marine, dit-il. Megan répond d'un hochement de tête sec, impeccable. « Oui, amiral. » Mais lorsqu'elle remonte sa manche, le contre-amiral se fige. « Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. On va découvrir ensemble ce qu'on a tenté d'étouffer. Abonnez-vous, mettez la cloche et précisez en commentaire d'où vous nous regardez. » Le centre médical naval de Jacksonville est une forteresse vouée à la guérison. Un imposant ensemble de béton et de verre, témoignage silencieux du prix que coûtent les guerres. C'est ici que viennent se reconstruire les légendes du Pacifique, ici que l'on recoue les corps brisés de jeunes combattants. Pourtant, en ce jour précis, Megan Hartley se sent comme un fantôme perdu dans les rouages d'une machine. Elle arpente les couloirs d'un pas cadencé, rôder ses rangers effleurant à peine le linoléum. Dans la marine, les infirmiers de combat portent un surnom qu'on leur donne sur le terrain. Duck, un titre qui se gagne dans la boue, dans le sable, dans le sang de ses frères d'armes. Mais entre les murs aseptisés et climatisés d'un hôpital en métropole, ce titre perd toute sa charge. Aux yeux des médecins-chefs, des chirurgiens spécialisés et des officiers supérieurs qui la croisent, Megan ressemble à une gamine qui n'a pas assez vécu pour arracher quiconque à la mort. On la prendrait plutôt pour une fille qui passe ses journées à classer des dossiers et ses nuits à réviser ses examens d'avancement. L'effervescence matinale bat son plein, symphonie chaotique de beepers et de brancards roulants. Megan est là pour une visite médicale de routine après déploiement. Une procédure administrative qui broie l'âme, passage obligé pour quiconque revient du terrain. Elle patiente dans la salle d'examen numéro 4, tandis qu'un jeune lieutenant en blouse blanche immaculée, les bottes plus impeccables encore, parcourt ses constantes sur une tablette. Hartley, infirmière de 2e classe, marmonne-t-il sans lever les yeux. Ses doigts glissent sur l'écran. Il ne remarque pas la tension dans ses épaules, cette posture en alerte, comme si elle guettait encore le sifflement lointain d'un obus de mortier. On dirait que vous étiez rattaché à une unité d'opération spéciale pour votre dernière mission. Ça fait beaucoup de paperasse pour un poste de soutien. Vous avez passé l'essentiel de votre temps au centre opérationnel tactique. Megan ne cille pas. Elle connaît bien ce fameux centre. Climatisé, protégé. L'endroit où ceux qui n'ont jamais vraiment mis les pieds dehors imaginent que vit le personnel de soutien. C'était une mission chargée, lieutenant, répond-elle à mi-voix. Le médecin laisse échapper un petit rire. Pas méchant. Non, mais teinté de cette condescendance subtile que l'on réserve à ceux qu'on croit épargnés par la poussière. Vous savez, les équipes de commando s'appuient en général sur des infirmiers chevronnés, des gars avec 20 ans de carrière et des poils gris dans la barbe. Vous avez quoi, 24 ans ? 25, lieutenant, corrige Megan d'une voix tranchante comme du verre. Bien sûr, je suis certain que vous avez fait du bon travail en gérant les stocks médicaux et en tenant les registres de vaccination à jour. Chaque équipe a besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'administratif pendant que les autres font le gros du travail en montagne. C'est un rôle utile, à sa manière. Megan se contente d'acquiescer. Elle n'éprouve aucun besoin de se justifier. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle a traversé. La marine lui a enseigné 2 choses très tôt. Ferme-la et fais ton boulot. Dans l'univers des opérations spéciales, celui qui parle le plus fort est presque toujours celui qui a le moins à raconter. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Son regard reste fixé sur la porte, suivant les ombres qui défilent dans le couloir. Elle attend la signature finale du chef de service. Quelques membres du personnel traînent dans le hall, bavardant de leur projet du week-end, du nouveau restaurant du quartier de Riverside, de leur exaspération face au parking bondé. Ils la regardent et ne voient qu'une jeune femme flottant dans un uniforme légèrement trop grand pour sa silhouette. Ils ne perçoivent pas le sable incrusté dans ses pores, celui qui refuse de partir. Ils n'entendent pas l'écho des rotors qui résonnent encore dans ses oreilles et couvrent le bourdonnement de l'hôpital. Pour eux, elle est un bouche-trou, un nom sur un poste, une soignante qui a sans doute passé son déploiement dans une clinique blindée à des kilomètres de la zone chaude. Ils voient là sa jeunesse et en concluent qu'elle n'a pas d'histoire. Ils voient qu'elle est une femme et en déduisent qu'on l'a gardée à l'arrière. Le médecin poursuit ses cases à cocher,
son stylet numérique cliquetant avec régularité. Aucun antécédent de traumatisme, aucune blessure notable signalée sur le théâtre d'opération. Vous avez eu de la chance, Hartley. La plupart des gens qui reviennent de cette zone ont au moins quelques anecdotes de tirs manqués de peu ou de frayeurs liées aux engins explosifs. Les avantages du soutien logistique, j'imagine, on touche la prime de combat sans subir le stress du combat. Megan baisse les yeux vers le sol. Elle pense à une vallée de la Korengal où le soleil ne semblait jamais atteindre le fond. Elle pense à cette odeur de cuivre et de diesel, un Roland qui la réveille encore à 3 heures du matin. Elle pense au poids d'un homme 2 fois plus lourd qu'elle, son équipement raclant la terre, tandis qu'elle le traînait dans l'ombre pendant que le monde explosait autour d'eux en éclats d'acier et de feu. Mais elle ne dit rien. Elle attend. Elle est ce qu'on appelle une professionnelle silencieuse. Dans son univers, la vérité n'a pas besoin d'être criée pour exister. La porte pivote avec un bruit sourd, lourd, délibéré. Les bavardages dans le couloir s'éteignent d'un coup, balayés par cette tension sèche et immédiate qu'impose le protocole militaire. Le contre-amiral Robert Caldwell fait son entrée. Ce n'est pas simplement un médecin, c'est une légende vivante du corps médical. Un homme qui a passé bien plus de temps dans des hôpitaux de campagne, sous les tirs, que dans les bureaux feutrés de Washington. Sa poitrine est un jardin de décoration. Un Purple Heart orné de 2 étoiles d'or et une Silver Star. Il porte le poids de l'autorité comme une seconde peau. Mais au fond de ses yeux traîne une lassitude que seul un autre vétéran du combat saurait reconnaître. Le jeune lieutenant se raidit au garde à vous, manquant de lâcher sa tablette. « Amiral, j'étais en train de terminer la visite médicale de l'infirmière de 2e classe Hartley. Tout est en ordre. » Caldwell ne lui accorde pas un regard. La tablette ne l'intéresse pas. Ses yeux se posent contre sur Megan. Des yeux acérés. Le genre de regard capable de débusquer un mensonge, une blessure dissimulée ou une âme en détresse à l'autre bout d'une pièce bondée. Il attrape le dossier médical. La version papier. Celle qui contient les annotations manuscrites, ces détails que les systèmes numériques laissent toujours filer entre les mailles. « Hartley » prononce-t-il d'une voix grave, rocailleuse, qui fait vibrer les murs de la petite salle. « Ce nom me dit quelque chose. Vous étiez au 3e groupe de guerre spéciale, n'est-ce pas ? Rattaché à la Task Force Iron ?»« Oui, amiral, » répond Megan en se levant. Sa posture est irréprochable. Non pas la raideur nerveuse d'un bleu, mais l'aisance vigilante d'une vétérane. « Rasseyez-vous, le petit. On vérifie juste la mécanique, » dit Caldwell en désignant la table d'un geste bref du poignet. Puis il se tourne vers le lieutenant, le regard refroidi. « Vous avez terminé l'examen physique dans son intégralité ? » ?»« Presque, amiral. Les constantes sont stables. Le rythme cardiaque est remarquablement bas, d'ailleurs. Il me reste l'examen cutané et les tests de mobilité articulaire. Rien que de la procédure standard. » Caldwell hoche la tête, mais ne bouge pas d'un centimètre. Il observe la scène tandis que le lieutenant demande à Megan de retirer sa veste de treillis pour l'examen du haut du corps. Une requête clinique, banale, mais dans cette pièce, on dirait qu'on ouvre un coffre-fort. La veste de camouflage numérique glisse, révélant un t-shirt brun réglementaire. Le lieutenant se fige, son souffle se bloque. Sur les avant-bras de Megan, des coudes jusqu'aux poignets, courent de fines lignes blanches, irrégulières. Des cicatrices. Elles ne sont ni chirurgicales, ni nettes, ni tracées par un bistouri. On dirait des éclairs gravés dans la chair, boursouflés et argentés par le temps. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demande le lieutenant, sa voix perdant toute son assurance. Sa main esquisse un geste vers une marque particulièrement vilaine près du coude, puis se rétracte. Un accident au parc de véhicules ? Une brûlure chimique ? Megan contemple la cicatrice comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Un accident d'entraînement, lieutenant. Des débris et une mauvaise réception. Rien de grave. L'amiral Caldwell s'approche. Ce ne sont pas les cicatrices qu'il regarde. C'est le poignet. Cette partie du bras que Megan dissimule d'habitude sous un bracelet de montre épais ou une manche longue. Là, sous les cicatrices, à l'endroit précis où bat le pouls du bras gauche, se trouve un tatouage. Petit, discret, rien de tapageur. Une grenouille squelettique stylisée, symbole sacré des commandos de marine, entrelacée avec le caducée, emblème de la profession médicale. En dessous, des coordonnées géographiques et une date unique, 10 octobre. Le lieutenant passe complètement à côté de la signification. Il reste focalisé sur le règlement. Vous savez, Hartley, la marine applique des règles strictes en matière de tatouage. Si celui-ci n'a pas été déclaré avant le déploiement, il faudra le consigner comme une infraction. Et ces coordonnées, c'est une violation du secret opérationnel concernant leur... Caldwell laisse échapper un souffle sec qui ressemble à un grondement. Laissez tomber, lieutenant.
Mais, amiral, le règlement stipule que... J'ai dit laisser tomber, répète Caldwell, et cette fois, le lieutenant perçoit l'acier dans la voix de l'amiral. Caldwell pose son regard sur Megan. Pendant une seconde, la pièce semble s'effacer autour d'eux. Un éclair de compréhension passe entre leurs yeux. Ce lien muet, indicible, qui unit ceux qui ont vu la face cachée de l'enfer. Ce tatouage, ce n'est pas une question d'esthétique, n'est-ce pas, Hartley? Ce n'est pas un choix fait dans un salon de Jacksonville un soir de permission? Non, amiral, murmure-t-elle. Sa voix est à peine un filet, mais elle emplit toute la pièce. C'est coordonné, reprend Caldwell dans un souffle si bas qu'il ressemble à une prière. C'est la vallée de Korengal, le 14 octobre. Je me souviens de ce jour. Je me souviens des rapports de pertes qui sont arrivés sur mon bureau. Ils étaient accablants. Le silence tombe sur la pièce comme une chape. Le lieutenant dévisage tour à tour la jeune soignante et la légende du corps médical. Quelque chose commence à se fissurer dans ses certitudes. Le dossier qu'il consultait ne racontait pas toute l'histoire. Il n'en contenait que la version aseptisée, expurgée, d'une vie vécue au fil du rasoir. Caldwell tend la main et effleure la cicatrice déchiquetée sur le bras de Megan, avec douceur, presque avec révérence. Il ne pose aucune question. Il sait, ça, lieutenant, ce n'est pas un accident au parc de véhicules. C'est une blessure par fragmentation à haute vélocité. C'est ce qui arrive quand on reste allongé sur un patient, quand on le protège de son propre corps, pendant qu'une roquette frappe un mur de terre à 1,50 m de vous. C'est la marque de quelqu'un qui a refusé de bouger. Le souffle de Megan se brise. Elle n'en avait parlé à personne, ni à ses parents, persuadés qu'elle travaillait en sécurité dans un laboratoire, ni aux médecins du centre de transit. Elle voulait tourner la page, redevenir une simple soignante, laisser le fantôme là-bas, dans la vallée. L'amiral Caldwell tire une chaise et s'assied face à elle. Il n'est plus l'amiral, il est un témoin. Le lieutenant, lui, reste figé dans le coin de la pièce, pareil à une statue du remords. Caldwell l'ignore. « Racontez-lui, Hartley, dit-il. Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation à sortir de l'ombre. Racontez-lui pourquoi une infirmière militaire de 2e classe porte la marque de l'équipe. Racontez-lui ce qui s'est passé dans la vallée de Korengal. » Megan regarde ses mains. Elles sont stables à présent. Les souvenirs ne sont plus un fardeau. Ils sont un récit. Sa voix est posée, mais elle porte en elle le grondement sourd de 1000 kilomètres de vent désertique. Nous étions en mission d'évacuation sanitaire. Amiral, commence-t-elle. Extraction ciblée en montagne. Cible de haute valeur. La zone d'atterrissage était censée être froide, mais le renseignement s'était trompé. La vallée formait un entonnoir. Et il nous attendait. On a essuyé des tirs avant même que les roues ne touchent le sol. Mitrailleuses lourdes, roquettes. Le ciel entier s'est transformé en une pluie de traceurs. Elle ferme les yeux. La salle d'examen aseptisée s'évanouit. À sa place surgit le rugissement d'un chinook, bête mécanique hurlant de douleur, l'odeur du magnésium en combustion, le goût métallique du sang envahissant la carlingue, les cris des blessés plus forts que les moteurs. Le chef Miller a été touché, poursuit-elle. Le breacher principal, un colosse. La balle avait perforé l'artère fémorale. Le sang jaillissait. Les commandos ripostaient, penchés hors de l'appareil, mais à l'intérieur nous étions cloués au sol. Le feu nourri à bord était pire encore. Il fallait que je l'atteigne. Si je ne stoppais pas cette hémorragie en 60 secondes, c'était fini. Avec une fémorale, il n'y a pas de peut-être. Soit on arrête le saignement, soit on regarde mourir. Elle décrit la scène avec une précision clinique, glaciale, qui vide le visage du lieutenant de toutes couleurs. Elle raconte comment elle a rampé sur le plancher vibrant de l'hélicoptère, glissant dans le sang à travers les douilles et l'équipement de ses coéquipiers. Comment la 2e roquette a percuté la queue de l'appareil, projetant une gerbe d'éclats brûlants à travers la cabine. Les éclats qui lui ont déchiré les bras. « Je n'ai rien senti, dit Megan, le regard ancré sur un point que personne d'autre ne peut voir. Juste la chaleur, comme si on m'avait aspergé d'eau bouillante. Mais Miller s'éteignait. Ses yeux se révulsaient. J'ai enfoncé mes mains dans la plaie. J'ai trouvé l'artère. Pas le temps de poser un garrot, la blessure était trop haute. Je l'ai pincée avec mes doigts. J'ai enfoncé ma main là-dedans et j'ai tenu bon. » Le lieutenant étouffe un hoquet. Sa formation médicale se connecte enfin à la réalité du récit. Et puis le pilote a hurlé qu'on décollait. Impossible de rester au sol, on était une cible immobile. L'appareil s'est arraché du sol, oscillant violemment. On encaissait des forces d'accélération terribles, virant à se décrocher les entrailles. Le vol jusqu'au centre chirurgical de niveau 2 le plus proche a duré 45 minutes, ajoute Caldwell d'une voix nouée. 46, corrige Megan. 46 minutes. Je ne pouvais pas lâcher.
Si ma prise glissait ne serait-ce qu'une seconde, la pression chutait et son cœur s'arrêtait. Alors je suis resté là, à même le sol. L'hélicoptère esquivait des tirs anti-aériens. Chaque trou d'air, chaque manœuvre du pilote déplaçait mon poids, et les éclats dans mon bras grinçaient contre l'os. On aurait dit une scie. Mais Miller me regardait. Il ne pouvait plus parler, mais ses yeux étaient rivés aux miens. Elle baisse le regard vers son tatouage. Les gars, les commandos, ils ont compris ce qui se passait. Ils ne pouvaient rien faire pour ma blessure. Alors ils se sont rassemblés autour de moi. Ils me maintenaient au sol pour que je ne glisse pas dans le sang. L'un d'eux, un type qu'on surnommait Jersey, a plaqué ma tête contre sa poitrine pour m'empêcher de heurter la cloison pendant les virages. Il me chuchotait à l'oreille, sans relâche. « Lâche pas, Doc, lâche surtout pas. T'es la seule chose qui le retient ici. » Et elle n'a pas lâché, reprend Caldwell. Sa voix tremble d'une émotion qu'il garde d'ordinaire sous clé. Quand cet appareil s'est posé au centre chirurgical, les chirurgiens ont dû littéralement lui arracher les doigts de la jambe du blessé. Ses muscles s'étaient tétanisés. Elle avait maintenu cette artère fermée pendant près d'1 heure, alors même qu'elle perdait son propre sang. À moitié consciente. Sa tension en chute libre. Mais elle a refusé de lâcher. Le lieutenant dévisage Megan. Il contemple sa silhouette menue, son visage juvénile et toute sa perception du personnel de soutien vole en éclats. Il voit la guerrière. Non pas celle qui porte une arme pour ôter la vie, mais celle qui porte le courage d'en sauver une. Le chef Miller a survécu, dit Megan simplement. 6 mois plus tard, il accompagnait sa fille jusqu'à l'hôtel. C'est lui qui m'a donné les coordonnées. Il m'a dit que si un jour je doutais de ma place, que si un jour je me sentais n'être qu'une simple soignante, je n'aurais qu'à regarder mon bras et me rappeler qu'il respire parce que j'ai refusé d'abandonner. L'équipe m'a emmené me faire tatouer la veille de notre rotation. C'est le plus grand honneur qu'on m'ait jamais accordé. Ils m'ont dit que je faisais partie d'eux, pas rattaché à eux, l'une des leurs. L'amiral Caldwell se lève, il se tourne vers le personnel qui s'est massé près de la porte ouverte, attiré par l'intensité brute de la conversation. Des infirmières, des médecins, des brancardiers, des gens qui étaient blêtes passés devant Megan des centaines de fois sans lui accorder un second regard. « Écoutez-moi, lance Caldwell. » Sa voix résonne à travers la clinique comme un coup de cloche. On passe beaucoup de temps à parler des opérateurs. On célèbre les héros des journaux télévisés et les noms gravés sur les monuments. Mais regardez cette femme. Regardez l'infirmière de 2e classe Hartley. Il pose une main sur son épaule. Un geste empreint d'un respect profond. Les soignantes comme elle sont la raison pour laquelle nos hommes rentrent à la maison. Elles sont la colonne vertébrale de la flotte. Elles ne réclament ni médaille, ni gloire, ni défilé. Elles demandent juste assez de lumière pour voir la plaie et assez de temps pour sauver un frère. Ce sont elles qui restent quand tout le monde reçoit l'ordre de fuir. Son regard revient vers Megan. « Vous n'êtes pas qu'une soignante, Hartley. Vous êtes une gardienne, et ne laissez jamais personne dans cet hôpital, ni dans cette marine, vous dire le contraire. Chaque marque sur votre peau, vous l'avez méritée. Le silence est total. On n'entend plus que le souffle de la climatisation. Le personnel médical, ceux-là même qui se plaignaient du parking et de leur projet du week-end, ne voient trop plus une jeune fille. Ils contemplent un géant. La visite médicale se termine peu après. L'atmosphère de la pièce a basculé, passant de la froideur clinique à la solennité d'une cathédrale. Plus de plaisanteries, plus de remarques condescendantes sur le travail administratif ou le centre opérationnel. Le lieutenant remplit les formulaires d'une main tremblante. Il s'applique désormais comme si ces documents étaient devenus sacrés. Lorsqu'il tend enfin à Megan ses papiers de sortie, il ne se contente pas de les faire glisser sur le comptoir. Il se lève, ajuste sa blouse blanche et lui adresse un salut militaire net, respectueux. « Merci pour votre service, Doc, dit-il. Sa voix est épaisse. Je vous présente mes excuses pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne savais pas. » Megan lui rend son salut, le geste tranchant et professionnel. « Vous n'aviez pas besoin de savoir, lieutenant. Vous aviez juste besoin de faire l'examen. »« Merci. » Megan quitte la salle d'examen en renfilant sa veste de treillis. En traversant la clinique, elle perçoit le changement. La nouvelle s'est répandue. Dans l'armée, les histoires comme la sienne voyagent plus vite que les ondes radio. Les infirmières la saluent d'un hochement de tête sur son passage, le regard chargé d'une reconnaissance nouvelle. Les autres infirmiers militaires, ceux qui d'habitude s'ignorent dans la cohue du matin, s'écartent pour la laisser passer. Ils la regardent avec un mélange de respect et de fierté. Elle est l'une des leurs, et elle vient de prouver ce dont chacun d'entre eux est capable. L'amiral Caldwell la rattrape près de la sortie principale, là où les portes vitrées donnent sur la baie. « Hartley » l'appelle-t-il. Elle s'arrête et se retourne.
Oui, amiral, la semaine prochaine, je me rends au Pentagone pour une audition budgétaire, dit Caldwell. Un sourire discret, complice, se dessine sur ses lèvres. Les huiles veulent réduire les crédits de la formation médicale de terrain. Ils préfèrent miser sur les systèmes automatisés et le soutien à distance. Je vais leur parler de l'importance du facteur humain. J'aimerais mentionner votre nom dans mon rapport. Pas pour la gloire, pour qu'ils comprennent ce que le mot soutien signifie vraiment sur le terrain. Megan hésite. L'idée que son nom figure dans un rapport destiné au Pentagone lui noue l'estomac. Je préférerais rester dans l'ombre, amiral. Je fais mon travail, c'est tout. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait davantage. Caldwell secoue la tête. Je sais. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de parler d'eux. Ceux qui donnent le plus sont généralement ceux qui en disent le moins. Mais le monde doit comprendre que le professionnel silencieux n'est pas toujours celui qui tient le fusil. Parfois, c'est celui qui tient les cisailles à trauma et dont les mains sont couvertes de sang. Ils doivent au savoir qu'on ne remplace pas un infirmier de combat par une machine. Il glisse la main dans sa poche et en sort un petit objet métallique, lourd. Une pièce de défi, une pièce unique. D'un côté, le sceau de l'amiral, de l'autre, l'encre des infirmiers de combat et le caducée. Il la glisse dans la paume de Megan. Gardez-la. Si quelqu'un vous cherche un jour des ennuis au sujet de vos tatouages, de votre soi-disant manque d'expérience au combat ou de votre grade, vous leur montrez ça. Et vous leur dites d'appeler mon bureau. Je me ferai un plaisir de leur éclaircir votre dossier. Megan contemple la pièce. Elle en sent le poids frais dans sa main. C'est bien plus que du métal. C'est un bouclier. Merci, amiral. Non, répond Caldwell d'une voix basse, sincère. Merci à vous, Doc, pour avoir ramené nos gars, pour avoir tenu bon quand il aurait été tellement plus facile de lâcher. Megan franchit les portes de l'hôpital et débouche dans le soleil éclatant de Jacksonville. L'air est tiède. Le murmure lointain de l'océan berce l'atmosphère comme une berceuse. Elle sent le poids de la pièce dans sa poche. Elle sent les cicatrices sur son bras, ces lignes blanches déchiquetées qui racontent dans 46 minutes d'enfer. Elle ne se sent plus comme un fantôme. Elle se sent elle-même. Elle monte dans sa voiture, ajuste le rétroviseur et y retrouve le même visage juvénile. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Une flamme, tranquille, régulière, que rien n'éteindra. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'une médaille pour être une héroïne. Pas besoin d'un gros titre. Il lui suffit d'être là quand le monde s'effondre. En s'éloignant, elle aperçoit un groupe de jeunes recrues qui marchent sur le trottoir voisin. Ils ont l'air épuisés. Ils ont l'air incertains. On dirait qu'ils n'ont pas encore mesuré le poids de l'uniforme qu'ils portent. Megan les observe un instant, songeant au chemin qui s'ouvre devant eux. Elle espère qu'ils trouveront leur vocation. Elle espère qu'ils trouveront leur force. Et par-dessus tout, elle espère qu'ils auront un bon doc pour veiller sur eux. Dans l'armée, on parle souvent de la pointe de la lance. On célèbre les guerriers qui enfoncent les portes, les tireurs d'élite qui veillent depuis les ombres, les pilotes qui déversent le feu depuis le ciel. C'est avec eux qu'on gagne les batailles. Mais une lance n'est rien sans sa hampe, rien sans ceux qui l'aiguisent, qui la réparent quand elle se brise, qui la portent quand le guerrier tombe. Megan Hartley, infirmière militaire de 2e classe, est là pour nous rappeler que le courage ne rugit pas toujours. Parfois le courage est un murmure dans l'obscurité. Parfois c'est le battement obstiné d'un cœur qui refuse de s'arrêter quand tout le reste cède. Parfois c'est simplement la force de tenir 1 minute de plus. Les médecins de combat et les infirmiers sans militaires occupent un espace unique, sacré, dans l'univers de la guerre. Ils sont les seuls dont la mission est de préserver la vie dans un lieu conçu pour la faucher. Ils portent le fardeau de chaque existence qu'ils n'ont pas pu sauver et la fierté silencieuse, lourde, de chaque existence qu'ils ont arrachée à la mort. Ils sont le pont entre le champ de bataille et le foyer. Leurs histoires ne figurent pas dans les grands livres d'histoire que l'on trouve en bibliothèque. Elles sont inscrites dans les cicatrices des survivants qui auront la chance de vieillir. Elles sont gravées dans les tatouages qui représentent une promesse tenue face à la mort. Elles se cachent entre les lignes sèches et cliniques des rapports de mission qui se contentent de noter « blessés stabilisés, patients évacués ». Ils ne le font pas pour la reconnaissance, ni pour les moments de gloire virale, ni pour les applaudissements des réseaux sociaux. Ils le font parce qu'ils ont prêté serment. Parce que lorsque la fumée se dissipe et que les cris s'éteignent, quelqu'un doit être la lumière, quelqu'un doit être celui qui reste. Alors la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un en uniforme, surtout les silencieux, ceux qui ne racontent pas d'exploits au comptoir d'un bar, ne vous contentez pas de regarder le grade sur leur poitrine ou les médailles sur leur veste. Regardez leurs yeux, regardez leurs mains.
Cherchez les cicatrices qui ne se voient pas toujours en surface. Peut-être avez-vous devant vous un professionnel silencieux. Peut-être regardez-vous quelqu'un qui a maintenu le monde en un seul morceau, avec rien d'autre que ses doigts, sa volonté et son refus de laisser partir un frère. Peut-être regardez-vous un gardien. Le monde est plus sûr parce que des gens comme Megan Hartley existent. Ce sont eux qui font en sorte que «on n'abandonne personne» ne soit pas un simple slogan, mais une réalité. Ce sont eux qui garantissent que la pointe de la lance aura toujours un foyer où revenir. Honorez l'infirmier de combat. Honorez le médecin de terrain. Honorez ceux qui servent dans l'ombre pour que d'autres puissent en vivre dans la lumière. Car lorsque le monde est au plus noir, ce sont eux qui ramènent l'aurore.